Je passe donc la parole à professeur Wefez Zafran pour nous parler de cet engouement, n'est-ce pas, pour l'autoritarisme. À vous la parole. Merci Madame la Présidente, bonjour tout le monde. Alors cette idée d'engouement pour l'autoritarisme pourrait évoquer d'emblée et à première vue cette image du dictateur bien-aimé, de leur dictateur bien-aimé, pour ainsi emprunter l'allégorie de Lindi Savi dans son documentaire paru l'année dernière sur Pinochet. L'engouement pour l'autoritarisme évoque alors cet attrait qu'une population pourrait avoir pour un leader ou pour des idées ou pour des comportements autoritaires. Et donc, il appelle illico à questionner ce profil de population opprimée qui accepte de se soumettre à l'oppression, voire parfois l'acquiescer ou même la vénérer, hein, le démon de l'homme fort, le fantasme du despote éclairé, etc. De ce côté, le sujet n'a rien d'original. Et la littérature sur les raisons, sur les aspects, sur les conséquences d'un tel phénomène dans les sociétés non démocratiques est assez abondante. Et la science politique nous offre assez d'analyses qui vont jusqu'à explorer les aspects socio-économiques, psychoculturels, etc. et sociaux également de cette force de l'obéissance, comme disait Béatrice Hibou à propos de la Tunisie de Ben Ali. Ce n'est pas alors l'objet de ces réflexions. L'idée d'un engouement pour l'autoritarisme surprend plutôt lorsqu'elle transparaît face à la démocratie, plus précisément dans la démocratie. Dans ce cas, le phénomène constitue irréductiblement une menace, comme le suggère ce panel. Mais avant de se demander sur la signification de cette menace, une question préliminaire s'impose sur le paradoxe frappant dans cette situation. Comment ça se fait qu'on parle dans le cadre d'une démocratie d'engouement pour l'autoritarisme, c'est-à-dire pour ce modèle qui non seulement se situe à ses antipodes en termes de valeurs et en termes de mécanismes, mais aussi qui est censé être définitivement discrédité en termes de légitimité politique. Là, un constat s'impose dans la quête de réponse. Voilà qu'après l'échec de la théorie néoconservatrice selon laquelle on peut exporter ou même imposer la démocratie à des peuples qui ne la connaissent pas, c'est la théorie de la consolidation démocratique qui se trouve maintenant remise en cause. Cette théorie est désormais contestée non seulement dans le sillage de la fragilité des expériences de transition démocratique et de leur risque d'échec, mais aussi dans le berceau même de la démocratie occidentale. Et c'est à partir de ce constat qu'un jeune politologue de Harvard, Yasham Monk, a forgé, juste en 2016-2017, le concept de déconsolidation démocratique pour désigner ce risque de déliquescence, hein, voire d'effondrement qu'en courent les démocraties consolidées. Et là, il parle précisément des démocraties, de l'Europe occidentale, lui, et de l'Amérique du Nord. Dans une étude qu'il a menée avec son compagnon spécialiste des sondages, Roberto Foa, il note, sur la base d'une analyse de sondages par cohorte générationnelle, que, je cite, « les citoyens qui acceptaient autrefois la démocratie comme la seule forme légitime de gouvernement pourraient devenir plus ouverts aux alternatives autoritaires. » Encore plus alarmant est le résultat suivant, auquel il est parvenu. Ce sont les jeunes qui montrent un moindre attachement à la démocratie que leurs parents. D'autant qu'un sentiment démocratique se voit diminuer au fil des années. La preuve peut nous être portée par un sondage, l'un de leurs sondages fait aux États-Unis. Alors 89% des Américains ou des sondés approuvent un gouvernement d'experts. Et 32% vont jusqu'à accepter un leader fort qui n'aurait pas trop à se soucier du Parlement ni d'élections. Entre-temps, l'événement qui a eu lieu, là on est en 2016-2017, juste là, l'événement qui a eu lieu juste après, c'était l'élection de Donald Trump, qui est bien entendu un profil illibéral et qui heurte la démocratie, même dans son imaginaire. Et un peu plus tard, qu'est-ce qu'il est arrivé
on a vu l'assaut ou la prise d'assaut du Capitole par les sympathisants de Trump après sa défaite électorale devant Biden. Pourquoi? Pour raison de refus d'accepter les résultats des élections. Donc, alors que beaucoup d'analyses se sont pour longtemps entêtées à expliquer le problème par l'aspiration à un renouvellement des formes d'expression ou à des procédés de démocratie directe, c'est-à-dire finalement à davantage de démocratie, une nouvelle tendance apparaît aujourd'hui et commence à évoquer ce qu'on appelle une fatigue démocratique. Donc l'abstentionnisme structurel, la volatilité du vote, l'attachement aux leaders populistes, la sympathie avec des mouvements radicaux sont tous l'expression de cette fatigue démocratique, paraît-il. Donc, même si la démocratie demeure le régime préférable chez une large majorité des citoyens, elle l'est toujours, elle s'avère visiblement menacée. Mais cette fois-ci, la menace n'est pas de l'extérieur, elle est plutôt de l'intérieur du système démocratique. Ailleurs maintenant, dans les espaces censés être démocratisés, on assiste aussi à une fulgurante régression de la démocratie, non sans soutien des populations. La Turquie d'Erdogan, la Russie de Poutine, la Hongrie d'Orban, le Brésil de Bolsonaro à un moment, et encore les pays du printemps arabe loupés, notamment la Tunisie et l'Égypte. Tous ces pays, tous ces exemples, ne sont pas les seuls d'ailleurs, deviennent des laboratoires de démocrature, de démocratie illibérale, ou encore de ce que certains appellent démocratie autoritaire. Tous ces néologismes évoquent au total cette figure inversée du schéma donc démocratique classique. Dans quel sens? Dans le sens que, au lieu que le peuple contrôle le pouvoir de façon constitutionnelle et selon des moyens d'expression publique, c'est le pouvoir gouvernant qui entend contrôler le peuple, ce dernier ne fait qu'entériner par le vote. Ces expériences nous font au moins revenir au sens littéral de l'engouement, allant de l'enthousiasme pour quelque chose jusqu'à l'emballement, dit Larousse. Donc l'engouement pour l'autoritarisme décrit une perturbation dans les sentiments, une perturbation dans la perception citoyenne de la relation gouvernant-gouverné. Et en vertu de cette perturbation, l'engouement pour l'autoritarisme induit le citoyen lui-même comme menace à la démocratie. Par conséquent, il évoque donc à la fois deux enjeux d'égale envergure. D'un côté, la question ou le degré de solidité des réalisations du système démocratique, et de l'autre, cette capacité de résilience de l'autoritarisme qui ne cesse de se montrer, ou bien sa capacité d'adaptation, voire de métamorphose. Le phénomène est ainsi symptomatique d'une pathologie dans la démocratie. Il est là, à mon sens, la double manifestation d'un mal-être. Il est à l'avers l'expression ou le symptôme d'un mal-être du citoyen dans ce monde de plus en plus anxiogène. Et au revers, il est le mal-être même de la démocratie libérale, dans un contexte qui semble être de plus en plus anti-politique. Donc, à l'avers, ce mal-être citoyen. Le monde d'aujourd'hui n'est pas, bien entendu, celui de la paix et de la sécurité, ni internationale, ni sociale, ni autre. C'est un monde qui est accablé par ces turbulences incessantes, les guerres, le terrorisme, les pandémies, les défis climatiques et écologiques, la raréfaction des ressources, la sécurité alimentaire, etc. Et encore par ces crises virulentes et incessantes, crise économique et financière, crise sociale, crise politique et institutionnelle, crise migratoire et encore crise morale. Face à tout cela, s'il y a un sentiment qui hante les esprits des êtres humains et par-delà celui du citoyen, le citoyen d'aujourd'hui, c'est bien la peur. La peur d'un avenir incertain et la peur de l'autre. L'autre ici méconnu et stigmatisé. Mais dans les deux cas, un tempérament illibéral se voit accroître sur fond d'anxiété, oui, induisant de la sorte des croyances et des comportements plus réceptifs des solutions autoritaires
et parfois même revendicatif face à une certaine impotence de l'État. Qu'en est-il de la peur de l'incertitude? En temps normal, l'incertitude est au propre de la vertu démocratique. Ce qui fait la force de la démocratie, disait Claude Lefort, c'est qu'elle est le régime de l'incertitude et de l'indétermination. Le régime qui assume la division et le conflit, disait Paul Ricoeur, et qui supporte le doute et la remise en cause. Le tout dans un schéma global de gestion modeste de la chose publique. Mais aujourd'hui, il paraît que ce trait qui faisait hier son succès devient sa malédiction. La modestie dans la fabrique de la décision publique est désormais perçue comme du laxisme, la délibération comme du bavardage et perte de temps, le compromis comme de la faiblesse. Donc aussi bien le temps que prend la décision que son output sont remis en cause. Le citoyen exaspéré demande l'urgence, car il est inquiet, car il perd la confiance en un monde fait d'incertitudes sans issue évidente. Et aussi, il perd la confiance dans un politique qui perd son autorité face à la multiplication des parties prenantes, des acteurs, des stakeholders, et aussi face à la globalisation financière et face à cette rationalité néolibérale dominante. Tout cela, c'est au propre de la crise de la démocratie. Mais ce qui est davantage à signaler dans notre sillage ici, c'est le besoin de sécurité qui en ressort. Un besoin que la démocratie d'aujourd'hui peine, à vrai dire, à y répondre. Bref, le citoyen est inquiet et insatisfait face à la dilution de la capacité décisionnelle de l'État, alors que les risques ne font que se multiplier. Et c'est bien entendu l'une des causes et raisons de la crise de confiance publique, la critique de la démocratie, désormais incapable de protéger, s'exprime alors dans un vocabulaire de plus en plus intransigeant. Face à la modestie, on exige du rigorisme. Face au délibératif, le péremptoire. Face au compromis, l'impératif. C'est alors une demande d'autorité. C'est peut-être, dans une certaine mesure, légitime, sauf que cette demande tombe dans une erreur fatale, celle de confondre autorité et autoritarisme. L'autoritarisme, justement, se nourrit dans sa quête de légitimité de ses faiblesses, des faiblesses, voire des déboires du système démocratique actuel. Il semble séduire un public anxieux par ses solutions directes, parfois simples, et limite simplistes, et par les raccourcis qu'il fait aussi. La démocratie n'aime pas les raccourcis quant à elle. Tout cela, tout en ignorant ou même blâmant les diverses dynamiques opposées ou concurrentes au sein de la société. La critique est perçue comme un comportement perturbateur de la marche engagée vers le salut public. Or, l'anxiété ne permet pas la clairvoyance. Donc, cette dysphorie citoyenne face à l'affaiblissement de la démocratie se décline en un affaiblissement de la croyance en les institutions, en les idées politiques, au profit de quoi? Au profit de l'image de l'homme fort, du leader salvateur. Ceci est perceptible aussi bien dans les vieilles démocraties aujourd'hui que dans les sociétés fraîchement démocratiques ou en transition démocratique, notamment avec la montée du populisme. En Tunisie, par exemple, on a vu la croyance en ce leader se profiler dans diverses phases du processus post-révolutionnaire. Le feu Béji Caïd Sebsi et son capital bourguibien récupérant l'image du père caractéristique de l'état de l'indépendance. Abir Moussi, qui incarne donc une nostalgie à l'ancien régime, où on pense qu'il y avait plus de sécurité et d'autorité, et maintenant Kais Saïd et sa perception messianique du politique. Dans tous les cas, un comportement réactionnaire peut être détecté dans les contextes transitionnels face à l'instabilité du jeu politique, à la médiocrité aussi de l'offre, aussi bien politique qu'économique et sociale. Et nous y reviendrons. Dans tous les cas, la confusion autorité-autoritarisme dans la demande d'État fort va quasi systématiquement au détriment de quoi? Au détriment des droits et libertés. On a toujours tendance à les ignorer, à les dénier parfois. Et donc à justifier les abus. Sauf que l'acquiescement des solutions autoritaires procède de l'oubli
de l'importance de l'état de droit, non seulement dans la garantie des droits et des libertés, mais aussi dans la garantie de la démocratie. Parce que sans doute, c'est l'état de droit qui reste la soupape de sécurité face à la montée de l'incertitude et aussi face à des réflexes illibéraux, souvent crispés, parfois même saccadés. Et on a l'exemple le plus récent de la censure par le Conseil constitutionnel en France de la loi immigration. Qu'en est-il de la peur de la différence ? La peur de la différence peut déjà transparaître dans cette loi immigration qu'on vient de citer. Elle n'en est qu'un exemple révélateur de toute une mouvance entachée d'intolérance à l'égard du minoritaire. Ainsi, on assiste de plus en plus à la montée des hostilités contre tout ce qui ne nous ressemble pas. La xénophobie, l'islamophobie, l'homophobie, etc. Le communautarisme semble s'amplifier, marquant des replis sur soi ou sur son groupe d'appartenance. Le nationalisme, le racisme, le souverainisme, tout cela trouve de plus en plus de soutien populaire. Et après le patriotisme constitutionnel d'Habermas, c'est le spectre identitaire par définition contre-démocratique et illibéral qui prend le dessus. Ce désaveu du minoritaire marque un retour du collectif contre l'individuel. C'est encore une fois la demande d'État fort. Ce phénomène est à méditer au regard de la crise intrinsèque du système libéral démocratique. Parce que dans la logique de ce système, il repose, c'est-à-dire le système, sur un certain renforcement du minoritaire pour modérer le majoritaire en le limitant. C'est ça la formule de la démocratie libérale. Et ceci non seulement dans un sens politique, c'est-à-dire l'opposition, mais également dans la société, au sein de la société. D'où la montée progressive des petites individualités avec la consécration des droits des minorités et des libertés individuelles et par-delà de l'idée de diversité. Toutefois, un aspect problématique se manifeste comme un effet pervers à cet égard. Cet aspect, c'est quoi ? C'est le recul de l'intérêt citoyen à la chose publique avec l'exacerbation de l'individualisme, la montée des formes corporatistes et sectorielles de solidarité, renforcement des lobbies et du lobbying. Or, toutes ces entités sont plus des vecteurs d'intérêt privé ou particulier que d'intérêt général. Résultat, affaiblissement du politique comme dépositaire du collectif et d'intérêt général. Donc, la demande montante d'État se traduit à cet égard par une vénération du collectif, d'une parole, donc le collectif dans le sens d'une parole transcendantale qui unit le tout et qui l'homogénéise. Or, l'autoritarisme a cette capacité de refouler la différence, de fabriquer l'image d'une société homogène, ce qui procure un sentiment d'appartenance clair et surtout rassurante. Ce constat est particulièrement valable dans les sociétés nouvellement ouvertes à la démocratie. Le schème qu'on vient d'exposer contredit à plusieurs égards les schèmes de pouvoir et l'imaginaire social propre à ces sociétés. C'est une question de culture d'abord, mais aussi une question de politique. Et l'ensemble débouche, semble-t-il, sur une certaine hostilité à tout ce qui est minoritaire. La minorité est désormais perçue chez une grande partie du public ou de la population, non pas comme une singularité à respecter ou à protéger, comme le suggèrent les valeurs démocratiques du vivre ensemble, mais comme une offense aux valeurs communes, à une certaine acception de l'identité collective ou nationale et même à une certaine moralité parfois. Cette inversion de la perception trouve sa plus forte résonance dans les discours et récits de l'extrême droite et des mouvements nationalistes et racistes un peu partout, qui ne cessent de séduire et d'attirer une bonne partie des électeurs. C'est universel. Exemple, ici en Tunisie, la crise des immigrés subsahariens et l'écho qu'a eu la théorie du grand remplacement nous fournit et le reflet de cela. Donc c'est la peur, c'est sur la peur qu'on a joué. En Europe, il y a plein d'exemples, la crise migratoire, la montée de l'islamophobie, etc. Autre aspect pas moins important, dans le rejet du minoritaire, il y a aussi rejet du pluralisme, alors que l'autoritarisme se définit comme régime à pluralisme limité, comme le dit Juan Linz.
À cet égard, la diminution du soutien à l'opposition politique procède entre autres de sa perception comme élément perturbateur de la stabilité requise et non pas comme contre-pouvoir dans une logique d'équilibre et de modération. Bien entendu, ce phénomène concerne particulièrement les sociétés fraîchement démocratiques ou en transition démocratique, où la culture du respect de la différence n'est pas encore enracinée. Mais tout compte fait, la détérioration de la qualité du débat public et la désagrégation sociale constituent une cause directe de cette montée de la sensibilité à la critique, de l'hostilité à la différence et du désaveu du minoritaire. En particulier, l'altération de la qualité et de l'éthique du débat semble aussi indissociable du phénomène des réseaux sociaux, qu'on vient de l'exposer brillamment Chahri, et donc amorce de la sorte les réseaux, je veux dire, les réseaux sociaux qui tendent à remplacer les espaces traditionnels de débat et de discussion publique, mais aussi ils tendent à amorcer un certain processus de crétinisation du public. Les raccourcis remplacent l'argumentation, les images remplacent l'idée et l'émotionnel remplace le rationnel. Au revers maintenant, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Au revers, il y a le mal-être de la démocratie elle-même dans ce contexte de plus en plus antipolitique. De ce point de vue, le sentiment d'engouement pour l'autoritarisme est indissociable de ce sentiment antipolitique, justement, dont souffre la démocratie. Parce que ce sentiment antipolitique procède de la crise de confiance publique et exprime ainsi la désillusion citoyenne face à une démocratie qui n'a pas tenu et qui peine à tenir ses promesses. D'accord ? Deux aspects sont à mettre en relief de ce point de vue. D'abord, la crise de la représentation et ses retombées, et la crise de l'État, la crise du social, on va dire plus généralement. Pour ce qui est de la crise de la représentation, la démocratie représentative ne représente presque plus. Et c'est le cœur du problème. Et on ne va pas s'attarder à rappeler les causes et les aspects de ce problème du lien représentatif. On va juste évoquer deux points essentiels en rapport avec le phénomène d'engouement pour l'autoritarisme. Le premier aspect, c'est celui de la montée de l'anti-élitisme. Il est vrai que cet élément est une composante essentielle des discours populistes, mais ici, il s'étend également comme phénomène révélateur de la dissociation entre les représentants et les représentés. Donc, l'ensemble de la classe politique se trouve rejeté, généralement pour la même raison, la déconnexion des demandes populaires. Ajoutons la question d'éthique politique, du discrédit moral des politiciens, le fameux « ils sont tous pareils », la professionnalisation de la politique et le foisonnement des formes oligarchiques qui creusent davantage la distance entre l'électeur et l'élu, la crise des partis politiques aussi, qui se trouvent de plus en plus incapables de jouer leur rôle nécessaire de médiation ou d'instance de médiation en démocratie. Face à tout cela, c'est le personnage du leader fort, ferme et plus proche du peuple qui séduit davantage. Il en est ainsi, par exemple, de Kais Saïed, incarnant aussi bien la main propre que l'homme venant du peuple, que le décideur catégorique. Poutine, sous d'autres cieux, avait également accédé au pouvoir sur fond de discrédit de l'expérience démocratique sous Boris Eltsine. Et toujours est-il qu'il bénéficie d'une certaine popularité en Russie malgré tout. Le deuxième aspect, c'est l'essor du populisme, du phénomène populiste en soi. Ce qui est essentiellement, brièvement, à retenir dans cette montée foudroyante du populisme, c'est justement le glissement de l'idée de représentation à celle d'incarnation. On peut déjà détecter ici ce chambardement du rapport peuple-pouvoir. Non seulement la dilution de la notion de peuple qui est en question, mais aussi la tendance à vider la démocratie de sa substance. Pourquoi ? Parce que l'acte de vote risque de se convertir en un agrément plutôt qu'une délégation, un agrément fait pour l'homme fort ou au leader. Donc le populisme constitue de ce point de vue une maladie auto-immune de la démocratie, d'autant qu'il ouvre presque systématiquement sur des procédés et des propositions autoritaires. Et pourtant, les discours populistes ne cessent de séduire, faisant écho
au phénomène de fatigue démocratique qu'on avait déjà évoqué. Le dernier point, la crise du social, qui est une cause directe de cet attrait de l'autoritarisme. D'où vient la crise du social brièvement? Elle vient justement de cet échec de l'État minimal à procurer l'alternative à l'État-providence, à l'État social. Or, il s'avère justement que le citoyen est toujours ici pour demander le social et pour revendiquer le rôle social de l'État. D'ailleurs, les crises depuis n'ont jamais cessé. Je vais me limiter à l'exemple tunisien, où la désillusion citoyenne procède peut-être presque dans la majeure partie de ce déficit de l'État social. Voilà. Paradoxalement, la Révolution avait pour raison des revendications et de demandes sociales. C'est lorsque l'État, l'État avant la Révolution, avait échoué à remplir son rôle social que les émeutes ont commencé pour exprimer donc cette demande de rôle social. Paradoxalement, après la Révolution, le volet économique et social a toujours rien n'a changé. Il a toujours constitué le maillon faible du processus transitionnel. Donc, l'État, après la Révolution, était incapable de s'approprier l'économie politique et morale du mouvement social à la base de la Révolution. Et le débat politique révolutionnaire n'a pas donc réussi à reprendre les questions d'intégration, de justice sociale, de développement régional et d'emploi dans une réflexion sérieuse sur la redéfinition des contours du modèle économique et social de l'État tunisien. Donc la déliquescence de l'État, le piégeant chaque fois dans des réponses laxistes et incomplètes, démunies de vision stratégique globale, a de surcroît contribué à approfondir le fossé entre la population et le pouvoir. La contradiction donc entre l'imaginaire populaire sur le rôle social de l'État et la mise en place progressive d'un État minimal se voit de plus en plus flagrante, et la politique économique et sociale de l'après-2011 n'a pas pris en considération l'ancrage profond de cet élément social dans la construction historique et socioculturelle de l'État tunisien et de sa légitimité surtout. Donc la crise de confiance citoyenne émanant en grande partie de ce décalage révèle la persistance de l'attachement populaire à l'imaginaire de l'État paternaliste, générateur aussi de cohésion et de stabilité, et dispensateur ultime, sinon parfois unique, du social. Donc en dénigrant un modèle incapable de procurer le social, la Révolution avait montré une grande demande d'État. Qu'est-ce qui est arrivé ? Toute cette dysphorie, tout ce désenchantement citoyen depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, et donc on peut dire même que cette désillusion est l'une des causes importantes du comportement électoral en 2019 et de l'accueil chaleureux du 25 juillet 2021. Et remarquons d'ailleurs qu'en plus de la réduction de la politique à la morale, l'égalitarisme et le développement régional constituent une ressource essentielle de la séduction dans le discours du président Kais Saied. En conclusion, si la démocratie souffre aujourd'hui de la dégradation de la qualité, comme IDEA n'a cessé de mettre en évidence, le spectre autoritaire est à prendre au sérieux, pourvu que la crise de la démocratie soit une crise de croissance qui l'amènera à récupérer son équilibre systémique entre modérateurs, entre l'égalité et la liberté, et non pas une crise existentielle qui peut risquer son existence. Je vous remercie.